une belle thématique que vont développer M. Florent Laïc, qui est donc consultant à l'APEC, et Valérie Monniot, qui est donc DRH du groupe OI à Béziers. Voilà. Donc on les accueille tous les deux avec plaisir, et au titre de la CCI Hérault, je tenais d'abord à excuser notre élue Véronique Villette, qui devait également participer à cette conférence, mais qui a eu un petit souci de santé, rien de grave, mais donc du coup qui ne veut pas être présente parmi nous. Mais sachez qu'au titre de la CCI Hérault, l'attractivité RH, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on a d'ailleurs développé toute une offre qui s'appelle Solutions RH, à destination des entreprises. Donc n'hésitez pas, en tant que chef d'entreprise, si vous souhaitez être accompagné, que ce soit sur vos recrutements, que ce soit sur l'évolution de vos fiches de poste, que ce soit également sur la mise en place de vos documents uniques ou toute autre thématique. Voilà, vous pouvez effectivement vous rapprocher de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc je vais laisser la parole à notre maître de cérémonie, finalement, qui est Florent. Et donc il va commencer cette présentation sur la thématique de la fidélisation dans l'industrie au niveau RH, parce que c'est un thème crucial. Merci Delphine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Alors oui, je vais intervenir, mais on va intervenir avec Valérie sur un sujet qui évidemment nous intéresse beaucoup, le marché de l'emploi et les difficultés que nous connaissons tous et toutes, ces difficultés de recrutement qui ne cessent de s'accroître, mais pour lesquelles, heureusement, l'APEC, mais pas que, a des solutions à vous proposer, pour vous expliquer aussi que ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est difficile de recruter, oui, le contexte est un peu anxiogène pour les candidats, c'est vrai, comme il l'est d'ailleurs pour les entreprises, même si je vais vous expliquer que le contexte économique est quand même très favorable pour les entreprises industrielles qui se portent bien, et face à cela, des candidats qui, eux aussi, ont bien conscience que le marché de l'emploi leur est très favorable. Donc on va revenir évidemment en détail sur tout ça, mais au-delà du constat, parce que ce n'est pas suffisant, on va essayer de vous donner des solutions. Comment demain vous allez pouvoir attirer plus facilement, fidéliser encore mieux vos collaborateurs, parce qu'à l'heure où on parle beaucoup des générations Z, vous en avez entendu parler, vous savez que ces générations Z, elles sont finalement très différentes des anciennes générations, et peut-être qu'elles ont, c'est même une certitude, un rapport au travail qui n'est plus du tout le même. Vous allez devoir, vous entreprise, vous chef d'entreprise ou RH, vous transformer vos habitudes, vos manières de faire, et Valérie d'ailleurs saura nous expliquer de quelle manière elle a su aussi dans son entreprise transformer les habitudes RH pour attirer aussi encore plus et encore mieux ces nouvelles générations, que ce soit les Z dont vous avez entendu parler, ou plus largement les millennials, ceux qui ont moins de 35 ans et qui vont constituer en 2030, donc c'est demain, 80% de la population active. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, on va devoir prendre conscience aussi de l'impérieuse nécessité de transformer nos habitudes et donc de ne plus recruter comme on avait l'habitude de le faire, en utilisant de nouveaux moyens et des modes de sourcing un peu plus élargis. Donc on va y revenir en détail. Alors, peut-être que pour démarrer cette prise de parole, vous rappelez, mais sans vous assommer non plus, quelques chiffres qui vont nous permettre de dresser un constat, finalement, de l'état du marché de l'emploi sur le territoire, mais plus largement sur la région Occitanie, et qui concerne les entreprises industrielles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est peut-être un peu petit, mais tout ça pour vous dire qu'il y a, rapidement, mais les chiffres vous les connaissez, puisque vous avez probablement assisté à d'autres conférences ce matin, environ 200 000 entreprises industrielles en Occitanie, et 8 000 établissements. Aujourd'hui, c'est même un petit peu plus, c'est 9 000 environ. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces entreprises industrielles, elles se portent plutôt bien. Le business est au rendez-vous, le carnet de commandes est bien rempli, et donc ces entreprises qui se portent bien, eh bien elles recrutent. Et les volumes d'offres d'emploi n'ont jamais été aussi importants depuis, écoutez bien, 30 ans. Depuis 30 ans. Donc oui, on peut parler d'une certaine euphorie. Une euphorie du côté des entreprises, mais en revanche, ce n'est pas une euphorie du côté des candidats. Ça vous en conviendrez, puisque la plupart des clients que l'APEC accompagne, ils nous disent tous la même chose, ils nous disent recruter, c'est particulièrement difficile.
Hein, et aujourd'hui, 7 entreprises sur 10, voire même dans certains secteurs 8 sur 10, avouent rencontrer de fortes difficultés de recrutement. Alors si on doit dresser le portrait robot d'un salarié de l'industrie, bon, ça ne va pas vous surprendre, hein, c'est un homme. 75% des salariés de l'industrie, ce sont des hommes, en CDI à temps complet. C'est vraiment dans la filière de l'habillement, de la mode et du textile qu'on va retrouver un équilibre homme-femme, puisque ces secteurs-là sont évidemment un petit peu plus féminisés. Ça, c'est le portrait robot. Ce qu'on peut retenir aussi, et j'en aurais terminé avec les chiffres, c'est que le secteur industriel se porte bien, les recrutements sont très nombreux, et les années qui viennent nous laissent à penser que les projets de recrutement seront de plus en plus importants. Alors évidemment, on pourrait analyser les choses secteur par secteur. Il est clair que l'aéronautique ou le spatial se porte un petit peu moins bien que la métallurgie. On sait que Airbus a beaucoup trinqué, beaucoup souffert de la crise. Il y a eu moins de 4000 emplois en 2021 dans la filière aéronautique. Ils sont en train de remonter un peu la pente, mais c'est toujours difficile pour l'aéronautique. Ça l'est beaucoup moins pour la métallurgie, la chimie et d'autres filières industrielles qui se portent extrêmement bien. Bon, alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la pénurie de candidats, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est une tendance de fond qui va s'installer très durablement. Donc ces difficultés que vous éprouvez, elles vont se poursuivre. Et ne pensez pas que le marché va se rééquilibrer, il ne va pas se rééquilibrer. En tout cas sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Donc fort de ce constat-là, vous allez devoir adapter votre façon de faire, votre façon de recruter à ce marché qui va devenir de plus en plus pénurique. Alors, j'utilise ce terme alors même que moi, je ne crois pas du tout au principe de pénurie. Je crois aux difficultés de recrutement, vous les constatez, tous et toutes dans vos entreprises, mais pour autant, il n'y a pas de pénurie. Pourquoi? Moi, je pars d'un postulat très simple. Un salarié qui est en poste, c'est en fait un candidat qui s'ignore. Et si vous partez de ce postulat-là, vous comprenez que recruter demain, et mieux recruter demain, c'est en fait aller chercher des salariés qui sont en poste ailleurs, mais que vous allez devoir attirer chez vous. Parce que jusqu'à présent, quelle était votre habitude, et celle de beaucoup d'entreprises? On diffuse une offre d'emploi, et on attend que les CV tombent. Ben, ça ne marche plus comme ça. Ça, c'est fini, c'était le monde d'avant. Depuis la crise qui a profondément transformé le monde de l'entreprise, la fonction RH et les attentes des candidats, il est absolument nécessaire que vous puissiez justement changer vos habitudes, sourcer différemment, utiliser de nouveaux moyens qui sont mis à votre disposition, faire preuve d'innovation, ratisser beaucoup plus large, beaucoup plus large. Valérie, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Alors justement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'au-delà des constats, des chiffres que je viens de vous commenter, je veux vous dire une chose, c'est pas une fatalité les difficultés de recrutement. C'est-à-dire que moi je vois beaucoup de clients qui me disent mais de toute façon on n'y arrive plus. Et quand je les questionne un peu sur la manière de faire, je me rends compte qu'effectivement ils n'ont pas finalement transformé leurs habitudes. Ils recrutent comme ils le faisaient il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans. Ah ben oui, bon, on utilise le site de Pôle emploi ou de la PEC, ou peut-être Indeed, on diffuse des offres, mais on n'a pas de CV. Oui, effectivement. Il y a peu de candidats sur le marché. Pourquoi? Ben parce que le contexte est un peu anxiogène, et face à cette situation-là, les candidats qui sont en poste, ils ne prennent pas le risque d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Sauf que si vous allez les chercher directement, et si vous suscitez leurs besoins et leur envie de venir chez vous, ben peut-être qu'ils vont changer d'avis. Et donc c'est ce que vous allez devoir apprendre à faire, à recruter différemment. Alors, oui, donc pour aller dans le sens de Florent, donc moi je pense présenter rapidement l'entreprise. Donc je travaille pour OI, qui est une entreprise industrielle de verrerie. C'est de l'industrie lourde, hein, c'est un grand groupe américain. On a plus de 60 usines dans le monde, 24 000 salariés. Donc on déploie des moyens très très importants pour le recrutement, puisqu'on a des difficultés de recrutement à tous les niveaux, hein, que ce soit sur des profils ouvriers ou des profils ingénieurs. Donc moi, je cite ici, je
recrute plutôt des profils ouvriers, et donc, au siège qui se trouve en région lyonnaise, on recrute plutôt des profils cadres. Donc on déploie un tas de méthodes, donc on se transforme en effet, comme disait Florent, en chasseur de tête, puisqu'on est obligé d'aller chercher les gens, puisqu'on n'a plus du tout quasiment plus de candidatures spontanées. Poster une annonce ne nous rapporte que très peu de CV, souvent de qualité très médiocre. Donc on est obligé d'aller les chercher, notamment sur les réseaux sociaux. On vient de mettre en place, par exemple chez OI, un outil qui s'appelle César, on va faire de la publicité, qui va faire de la publicité sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, et donc des petites publicités très courtes, petites communications très courtes pour l'entreprise. Donc les gens intéressés qui lisent la story peuvent cliquer sur postuler, on leur pose quelques questions de base, et après ça nous permet de rentrer en contact avec eux. Au niveau ouvrier aussi, on prend les choses très en amont, puisque l'industrie a quand même pas bénéficié de beaucoup de publicité ces dernières années, donc les jeunes collégiens n'ont pas dans l'idée de venir travailler chez nous. Donc on va dans les collèges, on permet aux collégiens de venir visiter notre usine. On va chercher dans les formations BTS électrotech, technicien de maintenance, on va lundi, j'étais au BTS électrotech du lycée Jean Moulin à Béziers, pour aller leur présenter l'entreprise, leur dire quelles étaient mes possibilités d'embauche. On va vraiment les chercher. Sur les profils ingénieurs, on a ici aussi de grosses difficultés, puisqu'on a beaucoup plus de demandes que de candidats. Donc on a développé un programme qui s'appelle un programme Graduate d'embauche des jeunes ingénieurs. Donc on les prend généralement en stage pendant leurs études. On essaie de les prendre, si c'est possible, en apprentissage, et on les rentre en CDI dans ce programme Graduate, où ils vont passer 18 mois en formation. Ils vont être envoyés dans une grosse partie de nos usines en Europe, où ils vont apprendre le métier, et à l'issue de ces 18 mois de formation, on va les embaucher sur un poste dans n'importe quelle usine en Europe. Donc c'est un énorme succès, parce qu'ils adorent ça, la dimension internationale. C'est des gens qui ont un haut niveau en anglais, donc ils font un réseau super entre jeunes. C'est vraiment, ça marche très fort. Donc si on résume, ça ne descend plus, mais il faut aller chercher. Il faut surtout vraiment anticiper les choses. Quand on recherche un jeune ingénieur, on va le chercher pendant ses études. Quand on veut susciter l'engouement pour nos métiers dans nos usines, on va chercher les collégiens. Donc on multiplie les modes de sourcing, on ouvre un peu ses chakras, on est capable de faire un pas de côté en se disant que le candidat idéal et le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, en gros. Et donc on va peut-être privilégier un peu plus les soft skills, les savoir-être, et peut-être un peu moins les compétences, en se disant que l'entreprise est peut-être capable aussi de donner l'opportunité à ces profils qu'on qualifie d'un peu atypiques à l'époque, de pouvoir aussi se former au métier. Et comme le disait très justement Valérie, il faut aussi bien comprendre que l'annonce que l'on a toujours utilisée fonctionne toujours. Bien sûr, cela permet de recruter. Aujourd'hui, 70% des salariés sont recrutés via une annonce. Donc très bien, l'annonce n'est pas morte. On continue à l'utiliser. Attention à bien utiliser le support adéquat. On ne va pas diffuser une annonce sur l'APEC si ça ne concerne pas un cadre, comme on ne va pas diffuser l'offre d'emploi sur cadre emploi si on recherche un certain profil que l'on va plutôt mieux recruter, par exemple, sur le site de l'industrie recrute. Voilà, puisque c'est un job board plutôt d'actualité, puisqu'on parle aujourd'hui au monde industriel. Donc, élargissez votre sourcing, faites preuve d'innovation, travaillez la cooptation, qui est aujourd'hui un moyen essentiel, la cooptation, pour attirer aussi des candidats. La cooptation, ça vous parle ? Voilà, le fait vraiment de solliciter vos collaborateurs qui eux-mêmes vont être des ambassadeurs et qui vont donner envie à d'autres de rejoindre votre entreprise. Alors, juste un petit conseil, la cooptation ne fonctionne que si elle est primée. Vous l'avez probablement constaté, mais s'il n'y a pas la carotte au bout et la prime de 500 ou 1000 euros qui va permettre à un collaborateur de coopter, de se dire si, par mon intermédiaire, je recrute quelqu'un, je vais pouvoir gagner quelque chose, là ça marche. Si elle n'est pas primée, on s'est rendu compte que ça marchait un petit peu moins. Donc la cooptation, l'offre d'emploi couplée toujours avec un réseau social. Quand je vous parlais de 70% d'offres pourvues grâce à une offre d'emploi, c'est vrai lorsque cette offre, diffusée par exemple sur le site de l'APEC, est complétée d'un post diffusé sur un réseau social.
Et pour les cadres, évidemment, puisque nous, à l'APEC, on gère surtout cette population, c'est bien sûr LinkedIn, qui est incontournable, mais je pourrais vous parler de Facebook, d'Insta, de TikTok. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça va vous faire sourire, mais TikTok est finalement le site internet incontournable, déjà très investi par les grandes entreprises qui en font une plateforme de recrutement. Et donc demain, vous, TPE, PME, vous devrez aussi investir TikTok pour recruter vos futurs collaborateurs. Et TikTok, je vous le dis tout de suite, n'est plus un réseau social d'ados. C'est un réseau social aujourd'hui de jeunes adultes également, et demain d'adultes tout court, qui vont utiliser ce réseau social et qui l'utilisent d'ailleurs déjà aujourd'hui. Donc, pour résumer le propos, on fait feu de tout bois, on ratisse large, on diffuse des offres, on utilise évidemment les CV Tech du site de l'APEC, mais pas que, parce que d'autres job boards vous offrent des CV Tech, vous allez chercher des CV pour attirer évidemment des candidats. On développe sa stratégie de cooptation, et puis bien sûr, on est présent sur des salons, parce qu'il faut être visible. On est présent, comme nous l'expliquait Valérie, auprès des écoles, pour attirer aussi cette jeune génération qui, par le biais peut-être d'un contrat d'alternance, va découvrir votre entreprise, et il pourra ensuite se fidéliser si vous leur offrez un CDI ou la possibilité de rester plus longtemps chez vous. Donc ça, il est vraiment très important de le comprendre. On élargit son sourcing, et bien sûr, on identifie le bon support de communication, ça je vous l'ai dit. Donc c'est l'industrie recrute principalement, puisque là je m'adresse à des chefs d'entreprise et des RH d'entreprises industrielles, mais on peut compléter d'autres job boards, tout dépend le métier, tout dépend l'écosystème dans lequel vous travaillez. Un commentaire là-dessus, Valérie ? Oui, juste pour les profils ouvriers, il faut essayer aussi de sortir du CV, parce que vous l'avez tous expérimenté sur les profils ouvriers, vous passez une annonce, vous n'avez pas de gens qui ont une expérience préalable en industrie et qui n'ont pas de formation de base qui mène à l'industrie. Donc il faut essayer de sortir de cette expérience CV, et notamment il y a des outils importants qui existent par le biais de Pôle emploi comme la MRS, le recrutement par simulation, c'est-à-dire on demande, pour ceux qui ne connaissent pas, on demande à les demandeurs d'emploi s'ils sont intéressés pour passer des tests d'aptitude, et l'employeur organise en fait une session de MRS. Les gens vont passer une série de tests qui sont adaptés à notre métier. Et du coup, on ne récupère pas normalement les résultats, mais Pôle emploi nous dit, cette personne, je vous garantis, avec le nombre de points qu'elle a eu, elle a toutes les aptitudes qu'il faut pour faire votre métier. Et on recrute les gens, non sur CV, mais on les reçoit suite au test, et sans le CV. Donc ça veut dire qu'on a validé les aptitudes avant de les recevoir, et au moment où on les reçoit, on valide juste la motivation. Et moi, ça fait des années que je recrute en MRS, on a eu de très bons résultats, et des gens qu'on aurait laissé passer si on n'avait pas fait ça, parce que le CV ne correspondait pas à ce qu'on imaginait trouver. Voilà, Pôle emploi qui est d'ailleurs présent aujourd'hui, avec un stand MRS, et vous avez peut-être eu la possibilité de découvrir ça en détail. Alors, peut-être Valérie, par rapport à ce que tu dis, et ça fait bien la transition, vous parlez aussi de la marque employeur. Parce qu'on se disait qu'il était important de recruter différemment, d'élargir un peu son sourcing, mais c'est une corde de plus à l'arc qui est à votre disposition. Une des cordes essentielles aussi, c'est évidemment la marque employeur. Alors si je m'adresse à des RH, ça va vous parler, la marque employeur, parce qu'aujourd'hui c'est incontournable, on ne parle même que de ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait la marque employeur ? Eh bien c'est l'enjeu de la visibilité. Le fameux dicton qui consiste à dire pour vivre heureux, vivons cachés, c'est fini. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous avez cette impérieuse nécessité d'être visible, d'être vu et donc d'être reconnu. Pourquoi ? Je vais revenir aux jeunes générations. Lorsqu'on les interroge, et nous à l'APEC, on est un observatoire, donc on a des chiffres qui nous permettent de crédibiliser nos discours, on sait que 90% des millennials, donc des moins de 35 ans, vous connaissent avant même de postuler dans votre entreprise. Ça veut dire que le réflexe de cette population-là, c'est d'aller sur votre site internet, de vous découvrir sur les blogs, de googliser le nom de votre entreprise, tout simplement. Et donc, avant même de postuler, de savoir qui vous êtes. Donc, il est important que les messages que vous allez faire passer soient à la fois visibles et bien sûr positifs.
Et la marque employeur est aujourd'hui un moyen de se rendre beaucoup plus visible. Parce que vous allez devoir communiquer sur les réseaux sociaux, dont on a parlé tout à l'heure, et vous allez devoir communiquer sur quoi? Ah, ça c'est la vraie question. Alors sur des choses très différentes. Tout dépend de la population qui vous intéresse. Il va falloir faire une étude un peu sociologique de la cible qui est la vôtre, des candidats que vous souhaitez attirer, voire des collaborateurs que vous souhaitez fidéliser. Et en fonction de cette étude-là, savoir où ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont plutôt sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook? Est-ce qu'ils sont plutôt sur TikTok ou sur Instagram? Et à partir de là, vous allez investir une plateforme ou deux et vous allez communiquer. Vous allez dire non pas ce que vous faites, parce que ça, les candidats s'en fichent. Hein, je vous le dis tout de suite, les candidats, ce que vous faites, ils le savent déjà, et avant même de postuler. Non, vous allez devoir dire qui vous êtes, de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait l'essence, la raison d'être de votre entreprise? Et là, on va aborder tout de suite les sujets essentiels, les valeurs, et donc la RSE, un acronyme un peu barbare, mais j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, responsabilité sociétale de l'entreprise, la QVT, qualité de vie au travail, et bien sûr tous ces sujets liés à l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc aujourd'hui, une marque employeur qui n'aborderait pas ces sujets-là est une marque employeur qui n'a aucun impact émotionnel. Donc vous allez devoir dire qui vous êtes de l'intérieur, bien formuler les valeurs qui sont les vôtres, et surtout, j'en parlerai tout à l'heure, donner la parole à vos collaborateurs qui vont s'inscrire comme de véritables ambassadeurs. Je dirais même, c'est plutôt à la mode en ce moment, des influenceurs. Et là, votre marque employeur, elle aura du sens, elle aura un impact émotionnel, et elle va pouvoir faire passer les bons messages aux candidats qui vous intéressent. Oui, alors c'est vrai que c'est très important, il ne se passe pas un seul entretien de jeunes ingénieurs chez OUI, pas un seul, où on ne pose pas la question de la RSE. Donc on a refondu notre site internet pour communiquer sur le produit. Hein, le verre, c'est un matériau noble, c'est un matériau durable qui se recycle à l'infini, qui ne pollue pas. Et ça, c'est plus qu'extrêmement important chez les jeunes de nos jours. Un jeune ingénieur n'ira pas travailler dans une entreprise qui lui dit qu'elle pollue. Et voilà, c'est totalement surréaliste pour eux, c'est impossible à imaginer. La fameuse recherche de sens. Voilà. Et ça, c'est un mot-clé, le sens. On ne parle que de ça. Quel sens je vais donner à ma vie professionnelle? Donc on a aussi des accords en interne sur la qualité de vie au travail, où on a développé donc, le télétravail. Au siège, on a, les gens du siège ne travaillent plus qu'une journée par semaine. C'est vraiment quelque chose qui est rentré en valeur. Sur les sites, c'est 2 jours de télétravail par semaine. On a développé des programmes aussi d'ostéopathie pour les ouvriers. On donne des jours, par exemple, quand on a quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin de dons, de jours de congé de ses collègues, l'entreprise abonde. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. Et chez OUI, on a un accord qui est extrêmement favorable pour l'aménagement des fins de carrière, puisque nos salariés de plus de 55 heures peuvent bénéficier d'un accord qui leur permet de travailler à 80% et d'être payés à 95-97% de leurs revenus. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, l'aménagement des fins de carrière dans l'industrie, c'est quand même un sujet extrêmement important. Alors ça, c'est essentiel ce que nous dit Valérie, parce que ouais, dans son entreprise, il y a finalement beaucoup d'avantages. Et finalement, ils sont très singuliers par rapport à d'autres qui, par exemple, ne proposent pas du tout de télétravail. Alors même que c'est le sens de l'histoire, hein, je vous le dis tout de suite, on ne reviendra pas en arrière. Pour ceux qui pensent que le télétravail, c'est un phénomène de mode, je vous le dis tout de suite, non. C'est une tendance de fond qui va s'installer durablement. Et je le dis, moi, hein, sans complaisance aux chefs d'entreprise que j'accompagne, si vous ne suivez pas le mouvement, vous serez mort. Parce que de toute façon, les salariés aujourd'hui recherchent du télétravail. Je vous donne un chiffre. 80% des cadres que l'on interroge veulent du télétravail. Et sur ces 80%, 80% nous disent que si l'employeur leur demande de revenir 5 jours sur 5 au bureau, ils quittent l'entreprise. Donc vous voyez qu'il y a là à la fois un enjeu d'attractivité, de recruter mieux et plus facilement, mais il y a aussi un enjeu de fidélisation. Voilà. Et alors, on parle de la grande démission, vous en avez entendu parler, The Great Resignation, hein, outre-Atlantique, avec un marché américain qui est certes très différent du nôtre, pour autant, on doit quand même s'inquiéter.
est-ce que cette grande démission, on va la vivre en France? Alors les chiffres aujourd'hui nous prouvent que non, pas comme on le vit aux États-Unis, mais pour autant, les chiffres nous disent quand même qu'on atteint aujourd'hui un taux de démission plus important qu'avant. On atteint des taux d'émission qu'on n'avait pas connus depuis 2008, la crise des subprimes. On avait connu une crise économique quand même assez importante. Donc ça doit nous alerter. Hein. Donc ça, c'est quand même très important. Bon, et la marque employeur et ce que disait Valérie, c'est intéressant parce que le faire, c'est bien, mais je vais poser une question à Valérie. Est-ce que ce que tu fais, tu le dis? Est-ce que sur l'ensemble des communications de l'entreprise, que ce soit en local ou plus largement, vous communiquez sur ces éléments-là? Alors oui, on communique énormément sur ces éléments-là, sur notre site, sur les réseaux sociaux. Et quand on reçoit des gens en entretien, on ne fait pas que leur dire on est une entreprise qui fait des choses pour la RSE. Alors, on donne des exemples. Par exemple, dans une usine comme la nôtre, on a un four avec du verre en fusion. Ce four, il dure 15 ans. Donc c'est qu'au bout de 15 ans, il faut fermer l'usine et casser le four et refaire le four. C'est des millions d'euros. Au moment où on fait cet investissement, on se pose la question de savoir quelle nouvelle technologie on va mettre en œuvre pour baisser nos émissions d'effet de serre, notre consommation d'énergie. Et on a des solutions, puisqu'on met en place des solutions de type four à oxygène qui nous permettent de consommer moins, parce qu'on est quand même des gros consommateurs de gaz dans la bergerie, et d'émettre moins de gaz à effet de serre. Donc on est vraiment dans le pratico-pratique. On a sur le groupe en 2022 10 milliards d'investissements consacrés à la RSE. Ça fait partie de notre stratégie. Donc, que faites-vous en matière d'environnement? Posez-vous la question, parce que les candidats vont vous poser cette question. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur de le faire. Les yeux dans les yeux, en entretien, ils s'assoient et vous demandent alors, qu'est-ce que vous faites pour moi et pour l'environnement? C'est étonnant, parce que le rapport de force est totalement inversé. Hein. À l'époque, le candidat, il était même stressé à l'idée de nous rencontrer, il avait bien préparé son entretien, et il était là pour nous rassurer, pour nous convaincre. Alors, c'est toujours un peu le cas, mais c'est aussi à nous, recruteurs, de le rassurer et de le convaincre. Voilà, et notamment ces jeunes générations qui arrivent avec, voilà, finalement une vision du monde qui est très différente. Et donc, ce jeune en question, cette jeune génération, ces milléniaux, ceux qui vont constituer 80% de la population active en 2030, ils veulent savoir ce que vous, en tant qu'entreprise, vous faites pour la planète. Donc, êtes-vous une entreprise à mission, une entreprise responsable? Que faites-vous pour préserver l'environnement? Que faites-vous pour économiser l'énergie? Est-ce que vous avez mis en place une politique d'égalité femmes-hommes? Que faites-vous en matière de politique handicap? Voilà. Et les candidats osent aujourd'hui vous poser ces questions-là en entretien. C'est très bien, ça met un coup de pied dans la fourmilière, ça nous oblige à nous transformer, et finalement c'est une bonne chose. Alors après, il faut mettre le curseur au bon endroit, parce que moi j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « mais Florent, on va trop loin ». Que le rapport de force soit inversé, ok, mais pas à ce point-là, je les comprends. Il faut juste essayer de mettre le curseur au bon endroit. Et un candidat reste un candidat, et on lui demande quand même de préparer l'entretien, voilà, et d'essayer de nous rassurer, de nous convaincre en entretien, c'est quand même la moindre des choses. Certains oublient, parfois, hein, ils arrivent en s'asseyant et en nous demandant finalement ce que nous on va faire pour eux. Il est important qu'eux nous disent aussi ce qu'eux peuvent faire pour nous. Mais bon, ça c'est à nous, RH, de leur rappeler aussi. Tu es d'accord avec ça, Valérie? Ouais, avec ce rapport de force totalement inversé. Il faut vraiment, des fois, il faut rester un peu calme, parce que c'est vrai qu'on fait partie, enfin, j'ai 49 ans, je fais partie d'une génération où on a toujours connu le chômage. Et le Saint Graal, c'était le CDI, maintenant c'est terminé. Tout ça, c'est plus du tout dans l'air du temps. Mais nous, on a du mal à comprendre parce qu'on a vécu ça toute notre vie en fait. Et depuis 5-6 ans, ça a vraiment complètement basculé. Alors c'est très générationnel. Et c'est vrai que les générations Z et les milléniaux ont un rapport au travail très différent. Il faut juste en avoir conscience. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Les générations Z sont des zappeurs. Pardon s'il y en a parmi nous, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Ils consomment le job comme ils consomment leurs applis. Voilà. Et ils ont un rapport au travail qui est très différent. C'est-à-dire que nous, on a connu des personnes, alors, j'allais dire investies, mais ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas fidèles, voilà, c'était le bon mot. Fidèles, qui pouvaient imaginer une carrière dans une entreprise pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ça n'existera plus. Les jeunes générations consomment le job et s'imaginent passer par l'entreprise 2-3 ans, se faire une expérience et aller voir ailleurs. Pourquoi pas? Là encore, ça va être à nous, RH, de nous adapter à ça pour créer aussi des gestions de l'emploi et de la compétence pour pouvoir répondre à ces attentes de manière à quand même les fidéliser.
Parce que ce n'est pas parce que je vous dis ça que vous êtes sûr et à coup sûr qu'au bout de 2 ans, le candidat en question, le collaborateur en question va vous quitter. Non, si l'entreprise s'est adaptée, si l'entreprise a su mettre en place les bons outils pour fidéliser et répondre à ces attentes-là, vous y arriverez. Mais là encore, notre enjeu, c'est la transformation. C'est déjà de prendre conscience de cette situation et de mettre en place les outils qui vont nous permettre demain d'attirer, bien sûr, mais ça vous l'avez compris, mais surtout de garder, de fidéliser. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de recrutement et comment mieux recruter. Il y a plein de choses à faire, et on parle peu de fidélisation. Et si on doit parler de fidélisation, et on va en parler dans quelques instants, on va parler aussi de process d'intégration. La fidélisation passe aussi par une optimisation de votre processus d'intégration. Parce que recruter, ok, mais garder, c'est aussi important. Surtout lorsqu'on connaît un marché très pénurique tel que celui qu'on connaît actuellement. Donc l'enjeu sera pour vous demain de conserver les talents, ceux que vous ne voulez pas voir partir à la concurrence. Pour terminer sur la marque employeur, et pour ceux qui s'interrogent encore sur l'intérêt de la marque employeur et la manière dont on la met en place, une chose, juste vous dire qu'une marque employeur efficace ne peut pas l'être sans les collaborateurs ambassadeurs. Il est important que les collaborateurs de votre entreprise, à la fois participent à la création de cette marque employeur, ne serait-ce qu'en les sollicitant et en leur demandant ce qu'ils pensent de l'entreprise et quelles sont pour eux les valeurs de l'entreprise. Déjà, ça va vous donner des infos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, je réunis le comité de direction d'une entreprise et on parle de marque employeur. Et là, le chef d'entreprise, les RH, les dirigeants, les cadres dirigeants me sortent rapidement 2-3 valeurs. Et étonnamment, quand je vais sur le terrain et que je vais voir les ouvriers, les techniciens, les opérateurs, je n'ai pas du tout le même son de cloche. Comment voulez-vous qu'une marque employeur ait du sens et soit efficace si les valeurs ne sont pas partagées en interne? Donc il est essentiel que la direction implique aussi dès le départ de la réflexion les collaborateurs pour les solliciter sur ce qu'ils pensent eux de l'entreprise, de ses valeurs. Pourquoi? Parce qu'une marque employeur n'est efficace que si elle est sincère et authentique. Et elle ne le sera que si les valeurs sont partagées aussi par les collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer, les collaborateurs, ils ne vous attendent pas pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et ils utilisent les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils pensent de leur entreprise. Comme les candidats vont sur les réseaux sociaux, un candidat qui voudrait peut-être postuler dans votre entreprise, il va se rendre compte que le discours du dirigeant est probablement différent du discours du collaborateur. Et là, il va se dire, j'y vais pas. Parce que ça ne me rassure pas. Et parce que je crois comprendre que le discours du dirigeant est peut-être un peu idéalisé. Et donc, ni sincère, ni authentique. Donc, il faut être quand même très prudent et donc solliciter les collaborateurs. Et puis enfin, comprendre aussi que la marque employeur ne peut pas se faire sans une notoriété, une réputation positive. Alors là, je vais vous donner des noms de plateformes que vous ne connaissez peut-être pas encore. Glassdoor, Choose My Company, est-ce que ça vous parle? Pour ceux qui ne connaissent pas ces plateformes, je vais vous parler de TripAdvisor. Ça parle à tout le monde. Vous sortez d'un resto, vous sortez d'un hôtel, et peut-être que vous avez ce réflexe d'aller sur TripAdvisor et de déposer un avis. Eh bien, dites-vous que les candidats et les collaborateurs, ils font exactement la même chose. Ils ne font pas sur TripAdvisor, ils le font sur Glassdoor ou sur Choose My Company. Et ça peut être rapidement dévastateur pour vous. Parce qu'on sait qu'en France, c'est très franco-français, on dépose des avis surtout quand on n'est pas content. Voilà. Donc les avis, en général, lorsque je fais une première étude, un premier audit avec les clients, on se rend compte que les avis ne sont pas bons. Donc on va travailler à rendre encore meilleurs ces avis et ces commentaires. Déjà, posez-vous une question simple, est-ce que vous, en tant que salarié de votre entreprise, vous avez déjà déposé un avis ou un commentaire? Peut-être pas. C'est peut-être la première des choses à faire. Si vous êtes dirigeant ou cadre dirigeant, incitez aussi les collaborateurs autour de vous à le faire. Est-ce que lorsque vous recevez un candidat, vous pensez à lui dire « Bon, ça s'est bien passé, merci d'être venu nous voir. Pensez, si vous le souhaitez, à déposer un avis sur Glassdoor ou sur Choose My Company. » C'est comme ça que vous allez petit à petit faire de cet outil l'outil viral qu'il doit être pour que l'effet boule de neige puisse jouer et que les avis soient pour vous de plus en plus positifs, de plus en plus favorables. Alors c'est un conseil parmi tant d'autres. Si évidemment vous avez besoin de mes conseils
dans le cadre de la mise en place d'une marque employeur dans vos entreprises respectives, vous pourrez tout à fait me solliciter. Moi, mon métier, c'est ça, c'est d'aller au contact des entreprises et d'accompagner les RH et les chefs d'entreprise à construire, par exemple, leur marque employeur. Des commentaires là-dessus, Valérie? Rien de particulier. Donc, pour conclure, tu es la gardienne du temps. Hein, on est dans le temps. Peut-être des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a? Non, pas de réaction particulière? Indeed, c'est une plateforme Microsoft qui est spécifique. En fait, on regarde ce que les gens s'intéressent. C'est pas un employeur d'avoir une idée de ce que les candidats, à quoi ils s'intéressent. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a aucun rapport avec Glassdoor, machin, tout ce que Indeed, la plateforme de Microsoft, permet à un employeur de cerner des candidats précis par rapport à l'information par rapport au sujet. C'est pas quelque chose de difficile, ça permet à un employeur de savoir à quoi s'intéresse cette personne. Vous avez raison. Alors, il n'y a pas qu'Indeed, il y a d'autres plateformes qui ressemblent à Indeed, mais c'est un outil qu'évidemment les RH utilisent. Et Indeed, c'est une plateforme objective. Glassdoor, c'est comme un concurrent, une entreprise, il poste en ligne, Alors, en parenthèse, et descend l'entreprise en face. Vous avez raison. C'est une remarque très juste. Il faut toujours faire attention, il faut toujours avoir du recul par rapport à ses avis et ses commentaires. C'est comme sur TripAdvisor. Si vous sortez d'un resto et que vous voyez qu'il y a 5 avis positifs, on peut se poser la question de savoir si ces avis sont sincères et authentiques. S'il y en a 1500, et là vous voyez qu'il y en a des positifs et des moins positifs, on peut partir du principe qu'il n'y a pas forcément beaucoup de faux avis. Donc il faut être vigilant, vous avez raison, et prendre le recul pour pouvoir analyser de manière pertinente ces avis. C'est une plateforme pour les employeurs qui permet à un employeur de cerner les candidats. Alors pour terminer, le processus d'intégration, je vous le disais, la marque employeur, elle est efficace lorsque le processus d'intégration l'est aussi. Recruter, on l'a compris, ça coûte cher, c'est beaucoup de temps consacré, et on ne va pas ruiner tout cet investissement en improvisant la période d'essai, ce qu'on appelle communément en anglais le onboarding. Donc il est essentiel que, au-delà de la simple marque employeur, vous puissiez aussi optimiser votre process d'intégration. Alors je sais que pour Valérie, c'est un sujet essentiel et vous avez fait beaucoup de choses dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Chez OUI, on parle même de pré-onboarding, puisqu'à partir du moment où on recrute quelqu'un, un préavis de 2 ou 3 mois, donc l'onboarding commence 3 mois avant pour nous. Dès qu'on a recruté la personne, on lui envoie un lien sur un outil qui s'appelle Onboarder et qui va garder attache avec le candidat jusqu'à ce qu'il mette les pieds chez nous. Parce qu'entre le moment où on l'a recruté, il nous a dit oui, et même il a signé son contrat, et le moment où il rentre dans l'entreprise, il est possible qu'il décide de partir ailleurs. Donc cet outil nous permet d'envoyer des communications régulières au candidat, enfin à la personne recrutée, pendant toute la période où il n'a pas encore commencé chez nous. Et donc il y a un processus de gradation où on va communiquer sur certains éléments larges. Après, on va commencer à envoyer des informations plus précises, de plus en plus précises jusqu'au moment de l'entrée. Et cet outil va nous permettre aussi de mettre en contact le manager avec le recruté pour que lui-même garde le lien et fasse un peu de teasing jusqu'à l'arrivée du candidat. Voilà, on en est là, parce que on peut perdre des gens entre le moment où ils ont signé le contrat et le moment où ils commencent le premier jour chez nous. Et ça s'appelle le ghosting. Et vous en avez probablement entendu parler. Alors ghosting, c'est encore un terme anglo-saxon, un fantôme, le candidat fantôme. En fait, le ghosting, qu'est-ce que c'est? C'est un candidat qui vous dit « Ok, je viens », mais il est en poste, donc il a un préavis à respecter. S'il est 4, c'est 3 mois. Et si vous, pendant ces 3 mois, vous ne marquez pas la culotte, vous ne lui donnez pas des nouvelles régulièrement, qu'est-ce qui peut se passer? Le jour J de son intégration, il n'est pas là. Et non seulement il n'est pas là, mais il ne vous a même pas prévenu. No news. C'est le ghosting. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont victimes de ce ghosting. Pourquoi? Parce que le marché est très favorable aux candidats, vous l'avez compris, et qu'il n'est pas rare, et moi je pourrais vous donner plein d'exemples, de candidats qui signent plusieurs contrats, et qui décident la veille pour le lendemain
quelle entreprise ils vont finalement rejoindre. Et oui, le marché leur est tellement favorable. Imaginez-vous un développeur Java. Un poste hyper pénurique, recherché par toutes les entreprises. Ces gens-là se font harceler toute la journée sur LinkedIn par pléthore d'entreprises qui veulent les recruter. Mais pour eux, leur marché, c'est fantastique. C'est l'Eldorado. Donc ils peuvent signer des contrats partout, partir finalement au plus offrant, d'où un marché de mercenaires en plus qui se crée. Pas que chez les informaticiens, je vous donne un autre exemple, les gestionnaires de paye. Vous savez, si vous en recrutez, que ce sont des profils extrêmement rares et qu'on se bat pour aller les recruter. Donc aujourd'hui, on vit des marchés mercenaires où ces collaborateurs-là se vendent finalement au plus offrant. Bon, donc le ghosting, ça existe. Alors l'exemple que vous donne Valérie est intéressant, mais tout le monde ne peut pas se payer un outil informatique, Valérie, pour aller faire du teasing et de la relance. Donc vous allez devoir le faire vous. Voilà. Donc il faut, durant cette période de 1, 2 ou 3 mois, vous savez, le collaborateur n'est pas encore un collaborateur, c'est juste un candidat qui vous avait dit oui, je viens, et je serai là dans 2 mois ou dans 3 mois. Eh bien, il faut le marquer à la culotte. Il ne faut pas le laisser sans nouvelles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, on peut lui faire signer un contrat, lui parler de la mutuelle, aborder tous les sujets un peu back-office et administratifs, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de créer tout de suite du lien, un sentiment d'appartenance. Le fait que ce collaborateur, futur collaborateur, se sente déjà appartenir à l'entreprise et à l'équipe. Donc, eh ben, on l'invite. On l'invite régulièrement à des réunions d'équipe, à des déjeuners, à des séminaires, à des soirées, à des moments un peu off, à des événements qui vont permettre de créer justement ce lien et ce sentiment d'appartenance avant même que ce collaborateur ne soit réellement un collaborateur. Et c'est ce que nous expliquait Valérie, le pré-boarding, cette période très fragile. Voilà, où on doit marquer, vraiment j'insiste sur ce terme-là, un peu trivial, mais c'est important de le comprendre, où on doit marquer à la culotte le candidat et surtout ne pas le laisser sans nouvelles, sinon qu'est-ce qui se passe? Le ghosting, voilà, dont je vous ai parlé. Ça n'arrive pas tout le temps, évidemment, mais ça peut arriver et ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc si vous voulez optimiser votre période d'essai et l'intégration des nouvelles recrues, il y a quelques petits moyens assez efficaces qui ne demandent pas beaucoup finalement de travail et assez peu de budget. C'est déjà d'attribuer à votre nouveau salarié, nouveau collaborateur, un parrain, un référent, un tuteur, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas quelqu'un qui va s'assurer du bien-être de votre nouvelle recrue, qui va être capable de répondre à toutes ces questions, qui va être capable de l'accompagner durant la période d'essai, afin que ce nouveau collaborateur ne se sente pas livré à lui-même. Parce que vous savez, il arrive aujourd'hui que des collaborateurs arrivent dans des entreprises qui n'ont absolument pas préparé son arrivée. Et on arrive comme un cheveu sur la soupe. Le bureau n'est pas prêt, alors les outils informatiques n'en parlons pas, mais pire que ça, le manager n'est pas au courant. Voir l'équipe avec laquelle on va travailler, c'est évidemment dévastateur. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un chiffre qui peut paraître faible, mais qui en fait est très parlant. 4% des nouvelles recrues quittent leur entreprise le premier jour. 4%. Alors, on se dit, c'est pas beaucoup, mais si, en fait, c'est non. Ça veut dire, et là, ça illustre bien mon propos, que les entreprises préparent mal les périodes d'essai, et cette première journée notamment, qui est quand même essentielle. Que la première journée, on fait attention. On s'assure que l'accueil est chaleureux, que la logistique est là, que l'équipe, évidemment, est au courant, le manager, n'en parlons pas, et on va essayer de livrer une première journée ludique, interactive. Vous savez, on évite les overdoses de PowerPoint. Parce que la première journée qui consiste à accueillir un candidat et voir défiler dans la salle de réunion tous les chefs de service qui viennent montrer leur PowerPoint et ce qu'ils font, c'est très chiant. Voilà, donc c'est pas l'idée, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactif. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire, notamment avec la vidéo et peut-être des interventions de collaborateurs, mais voilà, qui n'abordent pas forcément les sujets de fond. La première journée, ce n'est pas forcément très important. Donc ça, il est important d'être sensibilisé aussi à ça. Il y a des parrains dans ton entreprise ou pas? On est un petit peu en retard sur le sujet. On a beaucoup d'outils de pointe, mais on n'a pas encore de parrain. Et on est en train de revoir au niveau d'un groupe de travail monde notre welcome back et notre accueil des nouveaux arrivants. Bon, donc c'est en réflexion. Tout à fait. Vous avez bien mesuré la nécessité d'un accueil digne de ce nom. Alors avec un parrain ou pas. Alors certains disent parfois, mais c'est notre manager. Non, non.
Ça ne doit pas être le manager. Le manager, il est dans un autre rôle, il y a un lien de subordination, c'est le supérieur hiérarchique, c'est pas un bon parrain, le manager. Le parrain, ou le bon parrain, c'est souvent un collaborateur, soit de l'équipe, soit d'une autre équipe. Voilà, qui a levé le bras et le doigt surtout en disant « moi je suis volontaire pour être parrain et pour accompagner pendant 3 ou 6 mois un nouveau collaborateur ». Voilà. Est-ce qu'on doit rétribuer ce parrain? Peut-être, comme vous voulez. Voilà, à vous de voir quel est le bon deal pour que ce soit gagnant-gagnant avec le collaborateur qui est donc parrain. Vous ne dites pas au bout de 2 mois « non mais finalement je laisse tomber parce que de toute façon c'est que du boulot en plus et ça ne m'apporte rien ». Donc soyez quand même attentifs à ça. Et puis au-delà du parrainage et du référent ou du tuteur, et Valérie l'a dit, le Welcome Pack. Alors qu'est-ce que c'est le Welcome Pack? Ben, c'est des cadeaux de bienvenue. C'est prouver, démontrer que votre entreprise est attentive, bienveillante, et qu'elle accueille les collaborateurs en leur offrant un petit cadeau de bienvenue. Alors parfois c'est pas grand-chose, hein, c'est des petits goodies. Un petit mug, logoté au nom de l'entreprise, une clé USB, des outils pour travailler. Et parfois, ça va beaucoup plus loin, avec de vrais cadeaux personnalisés. Si par exemple votre entreprise distribue un produit en particulier, peut-être que le cadeau peut tourner autour de ce produit-là. Moi, j'ai des clients qui vendent des chaussures. Ben voilà, avant l'arrivée du nouveau collaborateur, on demande au futur collaborateur quelle est sa pointure, et lorsqu'il arrive, il a une paire de sneakers sur son bureau. C'est plutôt pas mal. Ou des clients qui vendent du vin, ben on va offrir quelques bouteilles de vin aux collaborateurs. Évidemment qu'on ne va pas boire sur le lieu de travail, mais en tout cas, voilà, c'est le produit qui est vendu, donc autant en profiter. Mais quand on vend du service, on peut avoir plein d'autres idées. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Welcome Pack, c'est un outil de fidélisation. Et puis pensez à une chose, puisqu'on parlait de marque employeur tout à l'heure, un Welcome Pack, lorsqu'on le reçoit et qu'il est présenté comme vous le voyez là à l'écran, sur le bureau, on vient d'arriver, ben, qu'est-ce qu'il va faire le collaborateur? Il va prendre une photo. Et cette photo, il va la mettre sur les réseaux sociaux. Et bien ça s'appelle de la marque employeur. Voilà, ça va participer à l'image que vous renvoyez et à l'image bienveillante de votre entreprise en expliquant aux autres que vous accueillez comme il se doit les nouvelles recrues, voilà, avec un Welcome Pack qui correspond à la culture de votre entreprise. Alors ce Welcome Pack, il peut être fun, il peut être décalé ou il peut être plus sérieux, à vous de voir, mais s'il existe, c'est toujours mieux. Donc tu disais que c'était en réflexion le Welcome Pack? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est une réflexion de monde parce que on veut unifier en fait la manière dont on accueille chez OI. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que ça se décide à un autre niveau. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas envie de faire un cours magistral non plus. Et puis il faut qu'on se laisse du temps aussi pour les questions que vous allez nous poser. Mais voilà, juste vous alerter sur l'intérêt de cette période d'essai, cette période d'intégration, et le fait d'optimiser toujours ce process d'intégration. Et ce sera peut-être le mot de la fin, pour l'optimiser et le rendre encore plus efficace, pensez aussi à solliciter ceux qui ont bénéficié de cette période d'intégration, c'est-à-dire vos nouvelles recrues, que vous allez solliciter au bout de 3 mois, 6 mois ou 1 an, en leur demandant concrètement ce qu'ils ont pensé de cette période d'essai. Et là, vous allez pouvoir vous servir de support que vous allez créer ou que vous allez télécharger, il y en a plein sur Internet. Moi, je me suis servi d'ailleurs de support, ceux qui sont là, projetés à l'écran, qui viennent d'un livre blanc LinkedIn qui s'appelle Onboarding in a Box, que vous connaissez peut-être, et qui met à votre disposition gratuitement. Il suffit de télécharger des supports, justement, pour notamment faire un retour d'expérience sur la période d'essai. Donc, servez-vous de ces documents, de ces supports, pour demander à vos nouvelles recrues de vous faire un retour d'expérience au bout de quelques semaines et après à la fin de cette période d'essai. Et ils vont se livrer, hein, les collaborateurs, surtout si c'est anonyme d'ailleurs. C'est mieux quand c'est anonyme. Comme ça, on dit les choses, même quand ça ne fait pas forcément plaisir à entendre. Donc, on rend également ce document anonyme et on a un retour, voilà, sincère, authentique, de ce que vos collaborateurs ont pensé concrètement de cette période d'essai. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer, de se dire qu'on aurait pu faire mieux, et donc de le faire, d'essayer d'optimiser, d'améliorer en permanence. Peut-être Valérie, autre chose? On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Bon, messieurs, dames, voilà ce qu'on pourrait vous dire hein, sur ces sujets très rapidement, parce que le temps nous était compté, sur les sujets de l'attractivité, de la fidélisation. Est-ce que vous avez des remarques, des questions?
Vous êtes calme, hein? Je sais que c'est la fin de la journée. Par expérience personnelle, j'ai une carrière très hachée, très variée. C'est les métiers qui m'ont permis chaque fois. Je peux être conducteur de ligne en Nord-Amérique, puis une activité de conducteur de travaux. J'étais constructeur de travaux pour les agriculteurs. En fait, chaque fois, c'est une métier qui m'a permis. Bien sûr, c'est pour certains profils, notamment issus de l'industrie, un vrai moyen aujourd'hui de trouver des opportunités ou de changer régulièrement. L'entreprise propose, si ça convient, d'embaucher. C'est pas un intérim. Tu pratiques l'intérim, j'imagine? Nous, sur les sites de visite, sur les sites au niveau ouvrier, on ne recrute que par intérim. Que par intérim. Nos intérimaires restent chez nous. Nous, on est une entreprise où on a des salaires assez élevés, ouvriers, entre 3 et 4 000 euros brut par mois. Alors, bien évidemment, oui. Il y a quand même une certaine pénibilité vis-à-vis de travail, puisqu'on travaille en 5-8, donc les week-ends, les jours fériés, la nuit, voilà. On travaille quand même à la chaleur. Alors, par contre, on n'a pas du tout quasiment pas de port de charge et pas du tout de gestion répétitif. Mais on ne peut pas ignorer que notre travail est près d'un four, on travaille à 50 degrés, et puis le rythme de travail à 5-8 de nos jours, peu de personnes qui acceptent de le faire. Pourtant, il y a certains avantages, parce qu'il y a beaucoup de repos, de temps de repos. Mais donc, du coup, les gens restent, et en fait, on a des départs chez nous que pour les départs en retraite, une très rare démission. Donc, on recrute entre 1 et 2 personnes par an. Donc, on a un pool d'intérimaires qui ne travaillent rien que pour nous et qui font tous les remplacements pour les gens qui partent en congé, en formation, en arrêt maladie. Et donc, ils sont formés, on investit sur eux 4 mois de formation pour ceux qui font tous les postes, ils sont polyvalents. Et ils restent chez nous 24 mois. Après, si on n'a pas une opportunité pour eux et qu'il faut attendre un petit peu, on les prend en CDI intérimaire. Et à la fin, les bons, ils seront embauchés. Et on ne prend jamais personne en CDI directement. De toute façon, personne ne connaît notre métier, même quelqu'un qui vient d'une autre industrie ne connaîtra pas notre métier. Il aura des prérequis parce qu'il aura les réflexes qualité, les réflexes sécurité, il connaîtra le travail en équipe, mais il ne connaîtra pas notre métier. Donc, on passe par obligatoirement une période de formation à nos métiers spécifiques qu'on assure spécifiquement avec nos salariés. Conduction de ligne, Salakis, Masco, comme blanc, André ou Frangé, le télétravail, c'est moi qui l'ai dit. Parce qu'en fait, on n'est pas assez possible. Parce que la machine, Alors, merci de cette remarque parce que ça c'est important. C'est vrai qu'on vous a beaucoup parlé de télétravail, ou un peu, en tout cas en vous disant que c'était le sens de l'histoire. Et c'est vrai que monsieur réagit en nous disant oui, mais sur les lignes de production c'est pas possible. Évidemment. Évidemment, et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises industrielles se posent la question de savoir mais comment on va répondre à cet enjeu de nouvelle organisation de travail, de flexibilité. Mais vous savez, il n'y a pas que le télétravail. Aujourd'hui, sur notre territoire, il y a un système qui est en train de se développer fortement, c'est la semaine de 4 jours. Et ça répond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas la réponse forcément à toutes les situations, mais c'est une des réponses. Voilà. Qui peut effectivement correspondre à ces profils qui sont sur ligne de prod, des opérateurs qui, eux, ne peuvent pas télétravailler alors qu'ils voient les fonctions support et les cadres de l'entreprise, eux, télétravailler. Donc ça crée de la frustration, voire même des conflits, ça peut. Donc il faut trouver une solution pour répondre aussi à cette population qui, elle, ne peut pas télétravailler. Mais qu'on parle de télétravail ou de semaine de 4 jours, c'est le sens de l'histoire. Et de toute façon, vous allez devoir à un moment donné réfléchir sérieusement à ces nouvelles formes d'organisation pour donner plus de souplesse et plus de flexibilité au travail. Moi, je viens en question, ça va vite. Le seul cadeau que je peux vous donner, on est en train de acheter une photo et ne jamais passer dans un directement de la carte. Et c'est sur le fromage tout à fait différent de toute autre chose. Donc c'était le welcome back chez Salakis. Et en fait, une fois qu'on a goûté du Roquefort, on n'a jamais besoin de tout. Et on peut l'acheter 1 kilo par mois. Pas mal. Et c'est pas très cher. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que vous souhaiteriez aussi échanger sur vos bonnes pratiques respectives? Parce que voilà, on vous a dit ce qu'était le marché
à quoi il pourrait ressembler demain, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes plutôt d'accord? La semaine de 4 jours. Impensable. La crise a transformé en profondeur le monde de l'entreprise, mais aussi la fonction RH et surtout les attentes des candidats. Voilà. Et justement, on va devoir s'adapter, parce que pénurie, on va devoir s'adapter à ces attentes-là. Et ces attentes, elles vraiment se focalisent sur les nouvelles organisations de travail, une entreprise plus libérée, vous en avez entendu parler. Les jeunes générations nous demandent des entreprises plus libérées, c'est-à-dire où l'organigramme est moins pyramidal, où la prise de décision, elle puisse se prendre aussi au bas de l'échelle. Voilà, des collaborateurs qui, quel que soit leur niveau de responsabilité, soient aussi en mesure d'amener leur pierre à l'édifice et de prendre finalement des décisions. Et ça s'appelle l'holacratie. Aujourd'hui, c'est un mode de management qui est en train de se développer fortement, même dans notre région, alors même qu'on est plutôt un tissu de TPE et PME, donc un peu en retard par rapport aux grands groupes qui sont déjà très avancés sur ces sujets-là, on y vient. Et là encore, c'est le sens de l'histoire. Ça existe en Scandinavie, ça existe dans les pays anglo-saxons, on a toujours en France une trentaine d'années de retard, mais là, la crise a accéléré véritablement cette tendance-là. Donc on va y venir, on va devenir un peu plus libéré. Le management et le nouveau manager français va devoir manager à la confiance et plus au contrôle. Et ça, c'est aussi, on le voit, hein, en train de se transformer. C'est pas pour demain, hein. Mais ça va venir. Ça va venir. Et c'est nécessaire de aussi parler de travail en équipe, de management en équipe. Faire confiance à l'autre, c'est travailler en équipe avec une bonne communication en sachant que le personnel, c'est tout capital qu'il faut préserver. Tous ces bénéfices, ils vont se renverser vraiment sur la société. Parce qu'un personnel content, un personnel en bonne santé, un personnel qui soit équilibré, c'est vraiment des bénéfices pour tout le monde. Et ça se fait avec le travail en équipe. Alors il y a une étude super intéressante qui vient de sortir, réalisée par Harvard et le MIT aux États-Unis, qui nous donne ces éléments sur le bien-être au travail. Alors, eux disent le bonheur au travail. Alors moi je vous dis, je ne crois pas du tout au bonheur au travail. Mais par contre, je crois au bien-être au travail. Et je pense que c'est notre responsabilité RH ou chef d'entreprise de faire en sorte de préserver un certain bien-être pour que les collaborateurs se sentent bien. Voilà. Et lorsque ce bien-être est préservé, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup moins absent et on est beaucoup plus créatif. Et quand je vous dis beaucoup plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus de 30% à chaque fois. Donc on a tout intérêt à préserver ce bien-être ou à le créer dans l'entreprise pour que les collaborateurs se sentent bien, pour qu'ils soient fidèles et qu'ils soient du coup plus productifs. Parce que qu'est-ce qui fait la force et la réussite d'une entreprise? Ce sont les hommes et les femmes qui la constituent. Alors quand je dis ça à mon chef d'entreprise, il me dit « bah oui, il faut avancer depuis longtemps ». Sauf que quand on gratte un peu, on se rend compte que dans les organisations, voilà, au-delà des bonnes paroles, il ne se passe pas grand-chose. Et on est là plutôt à décortiquer ces fichiers Excel et ces KPI, ces indicateurs de performance, plutôt qu'à se soucier finalement du bien-être de ses collaborateurs. C'est en train de changer. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou envie d'intervenir en complément ou questionnement? Oui, Marianne. Moi, je voulais éclairer un peu sur Place d'Or. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés, des anciens salariés qui mettent des commentaires sur leur entreprise. Et ce n'est pas toujours des bons commentaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites l'expérience d'aller regarder ce qui se dit de votre entreprise en tapant avis salarié, nom d'entreprise. Parce que c'est pas. Voilà, il y a des avis qui sont partagés, comme sur TripAdvisor, mais parfois. C'est plutôt des avis négatifs, donc c'est important de maîtriser cette communication-là. Et peut-être faire un petit focus aussi sur l'offboarding. Je ne sais pas si concrètement, Florent, dans les entreprises, ça se pratique et quel est le retour que vous en avez. Non, ça ne se pratique pas, Marianne. Donc je te laisse peut-être le soin d'expliquer ce que c'est.
C'est dans la suite du pré-boarding, de vraiment sécuriser le recrutement, l'onboarding, l'intégration, et l'offboarding, c'est de s'assurer que les salariés qui partent puissent être entendus aussi sur les motifs du départ, et puissent peut-être rapporter aussi, un peu comme le rapport d'étonnement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour qu'on puisse capitaliser et entendre vraiment ce qui se passe. Alors, c'est dans un monde merveilleux, hein, je ne sais pas si c'est... Non, ça se fait assez peu. Et tu as raison, c'est un sujet important. Comprendre aussi pourquoi les salariés partent. Un chiffre, on terminera peut-être là-dessus si le temps nous est compté. 80% des départs est lié au management. 80% des départs. C'est pas forcément un manque d'intérêt pour le job, c'est pas forcément parce qu'on s'estime moins payé ou sous-payé, même si ce sont des critères essentiels évidemment pour fidéliser les collaborateurs. 80% des départs sont liés au management. Et donc ces collaborateurs nous disent j'ai un manager toxique, j'ai un manager qui n'est pas crédible, qui n'est pas légitime, avec qui je ne m'entends pas. Ça doit nous interroger quand même. Mais pour revenir sur le offboarding, c'est vrai qu'on demande finalement assez peu parce qu'on n'a pas ce réflexe-là aux collaborateurs qui partent, pourquoi ils partent, mais pourquoi on lui pose cette question? Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi on doit lui poser cette question? Pour améliorer finalement l'accueil du collaborateur, sa vie dans l'entreprise et faire en sorte de le fidéliser. Après, il a le droit de partir, mais essayons de comprendre pourquoi, pour essayer d'améliorer toujours nos process. Voilà, ça, c'est important. Et juste pour être complet, parce que c'est vrai qu'on parle donc du pré-boarding, onboarding, off-boarding, mais le off-boarding est aussi essentiel parce que là, de plus en plus, on assiste aussi à un nouveau phénomène, c'est les salariés boomerang. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ont quitté l'entreprise et qui reviennent. Ils reviennent pourquoi? Parce que le marché leur était favorable, donc ils sont partis en se disant bon, ben, l'herbe elle est effectivement plus verte ailleurs, et puis je prends pas de risque, donc je m'en vais. Mais en fait non. Ils reviennent en se disant bon, ben, finalement j'étais pas trop mal là où j'étais. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises constatent aussi ce phénomène des salariés boomerang qui reviennent finalement au bercail parce que finalement ils n'étaient pas si mal, mais c'est surtout l'occasion aussi pour eux de revenir dans de meilleures conditions. Le salaire est un petit peu plus important, ils ont fait un petit gap en quittant l'entreprise. Bon, voilà, ça a aussi un certain intérêt. Voilà, donc c'est vrai que c'est effectivement là je pense qu'on aura été complet sur la systémique du sujet. Et encore merci Florent et merci Valérie pour vos précieuses interventions. Sachez que le support sera téléchargeable sur notre site internet, au titre de la CCI Hérault. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations et vous aurez aussi les contacts de Florent et Valérie avec le site internet de chacune de la PEC et de OI France. Je rappelle que la PEC, qui est l'association que je représente, est à votre disposition. Si vous avez besoin de nos services et de mes services, il vous suffit de m'appeler ou de me contacter par mail. Les services de la PEC sont gratuits, financés par les cotisations. Donc les services de la PEC, vous les avez déjà payés. Donc n'hésitez pas à les consommer maintenant et à faire appel à mes services. Moi, je rayonne sur les territoires du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. Merci Delphine. Merci beaucoup.